Oui, effectivement, donc je travaille pour une société qui s'appelle Icar. Vous voyez le logo là au-dessus, c'est une société qui est basée en Belgique. Le siège est basé en Belgique. Icar, c'est une société qui représente aujourd'hui plus de 500 personnes, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, présente dans plus de 15 pays, Belgique, France. Nous avons 5 bureaux sur le territoire français, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, États-Unis, Australie, Corée du Nord, etc. Donc Icar est actif depuis 2004, effectivement avec une croissance de l'ordre en moyenne de 25% par an, est actif depuis 2004 dans le domaine de la maintenance prédictive et de la fiabilité. Alors, mon objectif n'est pas de faire aujourd'hui une présentation de 15 transparents sur la société Icar, ce n'est pas du tout mon objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager un cas d'étude spécifique que l'on a abordé dans le domaine de la papeterie, mais qui pourrait s'étendre à d'autres applications. Et quand je parle dans le domaine de la papeterie, vous savez que peut-être que dans le domaine de la papeterie, il y a énormément de roulements qui entraînent des rouleaux qui permettent d'entraîner la feuille de papier. Et donc, c'est une très belle application de la maintenance prédictive par analyse vibratoire. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment réduire tant votre budget de maintenance que les risques de casse machine en passant d'une maintenance prédictive 2.0 vers ce qu'on appelle la 3.0 et la 4.0. Je vais définir ça tout de suite. C'est vrai qu'on connaît les stratégies de maintenance standard, classiques, qu'on peut rencontrer dans les entreprises, maintenance réactive, corrective, curative, peu importe les terminologies, mais ça veut dire j'interviens lorsque mon équipement il a cassé, c'est un peu obsolète comme type d'approche, bien que sur certains équipements ça peut se justifier. On parle de maintenance préventive, systématique, conditionnelle, prévisionnelle ou prédictive. Ce qu'on sait peut-être moins à l'heure actuelle, en tout cas c'est peut-être moins défini dans les littératures, c'est qu'on définit dans le cadre de la maintenance prévisionnelle 4 niveaux de maintenance prévisionnelle ou bien prédictive. Le premier niveau, c'est le niveau des inspections visuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore très important dans les entreprises aujourd'hui d'avoir des personnes qui vont circuler dans les entreprises et qui vont faire travailler leur sens. Leur sens, l'écoute, la vision, le toucher, l'odorat, pour pouvoir récolter de l'information. C'est évidemment de l'information qui est plus qualitative que quantitative, mais c'est de l'information qui me permet d'avoir une idée sur l'état de santé des équipements, et donc on rentre bien dans le cadre de la maintenance prédictive. Une deuxième approche de la maintenance prédictive, c'est le niveau 2, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive à l'instrument. Vous connaissez probablement, si vous travaillez dans l'industrie, des applications où on va avec une caméra thermographique, on va aller mesurer l'état d'échauffement, de roulement, l'état d'échauffement de composants électriques dans les armoires électriques. On va dans les industries avec des systèmes de contrôle par ultrasons portables. On va dans les industries avec des systèmes de contrôle de vibration portables. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la maintenance aux instruments de mesure. Et ça représente quand même, lorsqu'on parle de maintenance prédictive, à l'heure actuelle, ça représente encore 42% des applications de maintenance prédictive se font encore dans le niveau 2. C'est-à-dire que vous avez des techniciens qui vont sur place et qui vont faire de l'acquisition. Et cette acquisition-là, elle est analysée sur ordinateur derrière. Et ça se fait à intervalles réguliers. Intervalles réguliers, ça veut dire une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, une fois toutes les semaines, ça dépend des besoins de l'équipement. La maintenance prédictive de niveau 3, et là, elle commence à être bien répandue aussi, c'est de la maintenance prédictive. Il est mis là-bas monitoring en temps réel. Je préfère dire contrôle conditionnel périodique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va instrumenter les équipements avec des capteurs. Pas besoin de faire ça en temps réel. Ça peut être une mesure par jour, une mesure par semaine. Mais en tout cas, on va instrumenter avec des capteurs pour pouvoir faire un contrôle à distance sur une plateforme, qu'elle soit une plateforme cloud ou bien une plateforme qui est installée sur des serveurs en local. Mais c'est beaucoup plus fréquent en termes de périodicité, de période d'acquisition, que la maintenance prédictive 2.0 qui demande d'avoir une certaine expertise pour aller faire l'acquisition et pour pouvoir faire l'analyse du signal. Avec le 3.0, c'est du monitoring, c'est du contrôle en ligne, on va dire. Et le dernier niveau, c'est la maintenance prédictive 4.0. Ça reste de la maintenance prédictive, mais l'idée, c'est d'apporter encore plus d'intelligence dans l'analyse des données. C'est clair qu'aujourd'hui, quand je parle de 2.0, de 3.0,
la plupart du temps, on se dit, oui, mais quel est le seuil d'alerte que je dois fixer sur ma courbe de tendance? Et c'est vraiment une problématique dans la maintenance prédictive à l'heure actuelle, c'est de se dire, mais quel est le bon seuil? Existe-t-il des normes? Il y en a, si je parle de vibration, il y en a très peu de normes qui me permettent de définir le seuil acceptable pour un défaut de lubrification sur un roulement dans une papeterie, alors que le roulement il tourne à 173 tours par minute. Ça n'existe pas des seuils de ce type-là, et c'est vraiment la difficulté de la maintenance prédictive, c'est de définir le seuil. Quand on parle du 4.0, ben on va essayer de mettre en place, je dis bien essayer, de mettre en place des algorithmes basés éventuellement sur de l'intelligence artificielle pour que ces seuils-là puissent être détectés et calculés de manière automatique. Parce qu'on va faire je vais commencer à utiliser des termes un peu barbares, du deep learning, du machine learning, de l'intelligence artificielle, voire même de la corrélation statistique, peu importe. Mais l'idée, c'est de dire, je vais mettre un petit peu plus d'intelligence dans ma capacité à analyser les données au moyen d'algorithmes. Voilà, ça c'est pour vous resituer un petit peu le contexte des différents types de maintenance. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance à aller vers la maintenance prédictive 4.0 qui nécessite évidemment d'abord du 3.0, c'est-à-dire de la génération de données, c'est-à-dire de l'instrumentation de capteurs. Et le 4.0, l'idée c'est de faire quelque chose avec les données. Il existe, c'est une étude de 2018, mais elle a été confirmée en 2019 et même en 2020. Et les proportions restent, j'allais dire, malheureusement identiques. Seulement 11% des personnes sondées dans le cadre de cette enquête-là font de la maintenance prédictive 4.0. Donc il y a vraiment encore une marge d'évolution en termes de maintenance prédictive ou prévisionnelle sur les jeux de données à utiliser. Et pourquoi, en fait, j'ai envie d'adopter de la maintenance prédictive 4.0 Les raisons sont exactement identiques à celle d'adopter de la maintenance prévisionnelle ou de la maintenance prédictive 2.0 tel qu'on le fait depuis des années et des années. Personnellement, j'ai 27 ans d'expérience en maintenance prédictive. Il y a 27 ans, j'allais dans les usines avec un collecteur de données de vibration portable pour faire de l'acquisition. Et quels étaient les objectifs de nos clients à l'époque? C'était de se dire, puisqu'on est capable de détecter un état de santé d'un équipement et donc de pouvoir prévoir l'intervention sur cet équipement-là, je vais améliorer la disponibilité des équipements. Ça reste vrai avec du 4.0. Ça reste vrai que si je maîtrise mes équipements et que je peux dire quand il va casser et surtout que je peux produire alors qu'il n'y a pas de défaut dans mon équipement, je vais atteindre une plus grande satisfaction de mon client. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir livrer des produits à temps, avec une bonne qualité, parce que mes équipements tournent bien, sont fiables et disponibles. Pareil pour la réduction des coûts, on sait que le prédictif ou le prévisionnel apporte une belle réduction de coûts de maintenance. Et puis alors il y a d'autres raisons qui font que j'ai envie d'adopter cette approche-là. Pourquoi est-ce que je suis réticent à opter pour de la maintenance prédictive 4.0, c'est-à-dire faire de l'intelligence sur les données? 63% des sondés nous disent qu'ils n'ont pas de bon cas d'étude. Ils ne savent pas par où commencer. Est-ce que je suis prêt pour de la maintenance prédictive 4.0? Est-ce que je suis prêt pour de l'intelligence artificielle? Très souvent, ça passe par des approches qui sont relativement standards, qui sont des approches d'analyse de criticité. Quels sont les équipements qui sont les plus critiques chez moi, c'est-à-dire ceux dont je ne peux pas me passer, et ceux qui, en cas de passe, me génèrent le plus de coûts. Généralement, ce sont les meilleurs candidats pour démarrer quelque chose, un programme de ce type-là. Quels sont les mauvais acteurs que j'ai? Quels sont les équipements dans mon industrie qui me causent le plus de défaillances ou bien le plus d'ennuis? Je vais peut-être démarrer sur ces équipements-là en premier aussi. Donc ça, c'est une approche relativement classique, mais on voit que lors de cette enquête-là, et ce n'est pas moi qui ai fait cette enquête-là, c'est le bureau de consultance PwC, c'est des gens qui savent a priori faire des audits et des enquêtes. Alors, une deuxième raison pour laquelle il y a de la réticence à adopter cette stratégie-là, c'est que 23% des personnes sondées disent qu'elles n'ont pas les données ou que les données ne sont pas accessibles. Il y a énormément de données disponibles dans les entreprises à l'heure actuelle. Il y a énormément de capteurs qui sont installés dans les entreprises à l'heure actuelle. C'est souvent des capteurs qui sont installés pour contrôler les process. Pourquoi ne pas utiliser ces données-là pour faire de la maintenance? Elle me donne de l'information sur l'état de santé de mes équipements, en plus de me donner de l'information sur comment mon process fonctionne. Une donnée de niveau dans une cuve, une donnée de température, de débit, de pression, de contraintes sur des rouleaux en papeterie. Ce sont des données qui sont utilisées pour piloter la production, mais ça peut être des données qui peuvent être utilisées pour déterminer l'état de santé des équipements. Donc cet argument-là
est un argument qui est souvent lié au fait qu'on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment aller chercher la donnée, et c'est ce qu'on appelle les problèmes de connectivité. Où aller chercher la donnée, dans quelle base de données, comment la récupérer pour en faire des choses intéressantes. Et puis derrière ça, on a des entreprises qui nous disent « moi, je n'ai pas les capacités à analyser les données. Je n'ai pas des profils de ce qu'on appelle en anglais de data scientist, ou bien de data engineer, ou bien de statisticien pour analyser les données. » Et c'est vrai que dans les grosses entreprises, il y a des équipes de data scientists. Dans les plus petites entreprises, on ne voit pas ces profils-là à l'heure actuelle. Alors, pour pouvoir répondre à ça, et je terminerai sur la partie conceptuelle pour rentrer dans mon cas d'étude après ça, nous on pense qu'il faut aborder le problème ou bien le challenge sur une feuille de route à 7 étapes. Alors, je ne dis pas que les 7 étapes doivent être envisagées nécessairement, mais si on veut démarrer de zéro et arriver à quelque chose où je maîtrise mes équipements, pourquoi pas mettre en place cette feuille de route-là. La première étape, c'est, désolé, c'est en anglais, j'aurais dû le traduire, assessment. Donc, c'est de dire à nos clients, mais où en êtes-vous finalement? Est-ce que vous êtes prêts pour une maintenance prédictive? Est-ce que vous êtes prêts pour de l'analyse intelligente des données? Il faut voir ce que ça veut dire l'intelligence. Et donc, en termes de culture d'entreprise, est-ce que les gens sont prêts au changement? En termes de moyens informatiques, en termes de système SCADA, est-ce que l'entreprise est prête? Est-ce que la direction est prête à pousser aussi pour ça? Donc on se pose toute une série de questions pour savoir si ça vaut le coup de démarrer des projets. Et le démarrage du projet passe par l'étape suivante qui est l'identification, comme j'en parlais tout à l'heure, sur quel équipement est-ce que je vais démarrer ça. Ça fait appel à de l'analyse de criticité des équipements. Et derrière ça, nous on met en place ce qu'on appelle un DOFA, Data Oriented, de nouveau en anglais, Failure Analysis. On va regarder l'équipement ou bien la ligne de fabrication et on va regarder quels sont ses modes de défaillance. Pas pour faire un plan de maintenance, mais on regarde les modes de défaillance pour se dire quelles sont les technologies, quels sont les capteurs que je veux mettre en place sur ces équipements-là pour pouvoir saisir de l'information. Est-ce que ce sont des capteurs de température? Est-ce que ce sont des capteurs d'ultrasons? Est-ce que ce sont des capteurs de vibration? Mon idée, c'est de voir ce dont la machine a besoin comme génération de données pour pouvoir identifier, adresser des modes de défaillance. Donc ça, c'est la partie, je dirais, DOFA. Et puis derrière, on déploie. Je vais installer les capteurs. Chez Icar, nous avons des capteurs qui s'appellent des capteurs WeCare, qui sont des capteurs de transmission sans fil. J'en parlerai un peu par après, mais pas que. Donc si nos capteurs ne correspondent pas à l'application, on va vers d'autres marques, comme du National Instruments, comme de l'Emerson, ou bien peu importe le type de marque. L'idée, c'est de dire comment est-ce que je vais générer et récupérer la donnée. Très important, la partie collecte. Dans quelle base de données est-ce que je vais rassembler tout ça? Est-ce que c'est une base de données cloud? Est-ce que c'est une base de données qui est disponible sur des serveurs en local? Et surtout, où la donnée se situe-t-elle et comment puis-je la récupérer? Donc on parle de collecte de données, mais également de connexion entre les systèmes existants. Vous avez peut-être dans vos usines des systèmes qu'on appelle des historians, de chez Osisoft, de chez Wonderware, de chez AspenTech, des systèmes qui vont, des logiciels qui historisent les données. Ça vaut le coup d'essayer de les extraire là-bas pour pouvoir en faire quelque chose. Donc collecte et connect, c'est hyper important. Vous voyez que je n'ai pas encore parlé d'analyse et de faire quelque chose d'intelligent avec les informations, mais c'est très essentiel de se dire où vais-je rassembler l'ensemble de mes informations pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau, d'intelligent. Et c'est cette partie-là, la partie analyse. C'est là qu'on va décider si on va simplement suivre une courbe de tendance sur laquelle je vais mettre un niveau d'alarme. C'est là qu'on va décider si on va faire de la statistique. C'est là qu'on va décider si on va faire de l'intelligence artificielle éventuellement. On ne va pas nécessairement se plonger sur l'intelligence artificielle, mais ce sont des outils qui vont aider, et je parle bien d'outils. On parle même d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle. Je préfère d'ailleurs ce terme-là. L'intelligence augmentée, c'est la mathématique au service de l'homme qui va pouvoir prendre lui-même une décision derrière. À l'inverse de ce qu'on entend par intelligence artificielle, qui est là où généralement on considère que l'intelligence artificielle remplace l'homme. C'est pas du tout, on n'est pas encore du tout là dans le cadre de la maintenance aujourd'hui, et je ne pense pas que ce soit bien intelligent de rentrer dans cette étape-là. La vie de l'homme compte encore. Derrière ça, je veux visualiser ça sous la forme de tableau de bord, et puis je veux agir. Et je veux agir par me connectant de manière automatique avec les systèmes de GMAO pour pouvoir générer un ordre de travail dans ma GMAO. En tout cas, un avis d'ordre de travail. Voilà la démarche que l'on peut proposer dans le cadre de l'industrie ou de la maintenance prédictive 4.0. Si vous dites, moi, j'ai pas de capteur, j'ai pas de plateforme de collecte, on se limite à ces deux
à ces deux étapes-là, il n'y a pas de problème, c'est très flexible. Si vous me dites, moi, j'ai pas de tableau de bord, ben, on va définir le tableau de bord pour vous. Mais évidemment, il faut savoir comment alimenter le tableau de bord. Donc, il faut savoir les analyses qu'on veut faire. Il faut savoir comment aller chercher les données. Il faut la générer, la donnée. Donc, cette feuille de route-là peut être prise par différentes approches. Alors, parlons du cas concret des cartonneries de Gondardenne, situées à Wardrec, dans le nord, de la France. Les cartonneries de Gondardenne, c'est une entreprise familiale qui génère 162 millions d'euros de chiffre d'affaires, en tout cas en 2019, 220 000 tonnes de plaques de carton ondulées par an. 6 sites de production en France, 650 employés sur le territoire. Sur cette entreprise-là, dans cette entreprise-là, quel est le contexte? Nous y travaillons depuis 2014. Et on y travaille depuis 2014 par l'implémentation de maintenance prédictive 2.0. C'est-à-dire que l'on a, à l'origine c'était tous les 3 mois, maintenant c'est tous les mois. Nous avons des techniciens qui vont sur place pour faire de l'acquisition de données vibratoires dans le cadre du maintenance prédictive 2.0. On contrôle jusqu'aujourd'hui plus de 2000 points de mesure de vibration tous les mois, sur des machines rotatives telles que, si pour ceux qui connaissent la papeterie, des rouleaux de presse, des rouleaux sécheurs, des rouleaux de feutre, mais également des pompes, des ventilateurs, des transmissions, donc c'est-à-dire des groupes moteurs, réducteurs qui entraînent des rouleaux derrière. Tout ce qui est machine rotative finalement est contrôlé. Nous utilisons également des analyses d'huile, parce que c'est une belle technique complémentaire à l'analyse vibratoire pour pouvoir extraire de l'information sur l'état de santé de mes équipements. Mais également, nous sommes fournisseurs, parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles, nous sommes fournisseurs de capteurs. Et on propose nos capteurs qui sont, ça c'est typiquement le modèle standard, c'est le Wicker, ce qu'on appelle le Wicker modèle 100. Ce sont des capteurs de vibration standard, donc c'est très adaptatif. Si vous avez déjà des capteurs installés sur place, on peut venir se connecter dessus, sur lequel on met un transmetteur sans fil, pour pouvoir récolter la donnée sur notre plateforme cloud. Et donc faire les analyses des signaux à distance. Maintenance prédictive 3.0. Et alors ce capteur Wicker-là peut se présenter sous différentes formes. On peut sortir des câbles hors du transmetteur pour se connecter sur jusque 4 capteurs accélérométriques directement. Voilà un type d'installation, par exemple, sur des centrales de traitement d'air, où l'équipement du moteur ventilateur est derrière la paroi. Donc nous avons instrumenté des capteurs derrière la paroi. Nous sortons le signal et nous transmettons alors vers le cloud. Voilà le type d'architecture que l'on peut rencontrer. Donc les capteurs, on peut les voir ici. Ils envoient le signal vers un répétiteur éventuellement, si c'est nécessaire. Puis on envoie ça sur ce qu'on appelle une gateway. Et puis la gateway envoie vers le cloud. Nous avons 2 types de séries dans ces capteurs-là. Ce capteur-là qui est, on va dire, du plug and play, c'est vraiment ça. On vient installer le capteur sur la machine, on active le capteur, moyennant le fait d'avoir fait une base de données au préalable, d'avoir programmer une base de données au préalable, et le système envoie directement vers la gateway ou bien via le range extender l'information vers notre plateforme. On a une autre série ici qui est capable d'accepter non seulement des capteurs de vibration, mais tout autre type de signal dynamique, que ce soit de la température, de la pression, du débit, n'importe quoi. Et pareil, cette plateforme-là, ce boîtier-là d'acquisition envoie sans fil les données vers notre plateforme. C'est l'idée, c'est de pouvoir, et en papeterie c'est important, éviter de tirer des câbles, parce qu'en papeterie, c'est des environnements qui sont très humides, très chauds. Il y a des très grandes longueurs de câbles qu'on va devoir mettre en œuvre pour pouvoir amener le signal vers le transmetteur. Donc, on évite de tirer trop de câbles. Maintenance prédictive 3.0. Alors, le cas concret ici, nous avons 2 cas de défaillance, de défaut de roulement sur des rouleaux de presse en papeterie. 2 cas qui se sont succédés à 1 an d'intervalle. Le premier cas, vous voyez ce que c'est, 2 rouleaux de presse. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir 2 rouleaux qui sont en contact l'un avec l'autre. Un rouleau avec une surface qui est dure, c'est en acier, et un rouleau qui est avec un état de surface sous la forme d'une membrane. Et on a ici ce qu'on appelle un sabot. Et le sabot, en fait, il a la fonction de dire, lorsque je fais passer la feuille de papier entre les 2 rouleaux, une feuille de papier humide, on est dans la partie presse, et l'idée de la partie presse, c'est de retirer l'eau qu'il y a dans la feuille de papier. Je veux augmenter la surface entre le rouleau dur et le rouleau qui est souple de manière importante pour pouvoir extraire un maximum d'eau. Et donc, on installe ce qu'on appelle un sabot qui permet d'avoir une certaine surface de contact et l'eau, en fait, s'écoule par l'intérieur du rouleau. Donc, vous voyez l'installation ici. Voilà les 2 rouleaux
que l'on peut voir là-bas. Et quand vous voyez la taille de ces rouleaux-là, ce n'est pas négligeable. Et regardez la taille de notre capteur par rapport au roulement qui est là-dedans. Un roulement qui est là au-dessus, dans la partie supérieure de la presse, coûte 10 000 €. C'est un roulement qui a probablement plus d'1 mètre de diamètre. Donc ce ne sont pas des petites pièces, ce ne sont pas des éléments faciles à remplacer. Donc vous comprenez tout l'intérêt qu'il y a de faire du contrôle et d'être capable de détecter qu'à un moment donné, le roulement est en train de se dégrader. Alors le contrôle, il peut être par de l'ultrason, il peut être du contrôle de graisse, la qualité de la graisse. Bon, les techniques qui sont reconnues sur ce type de roulement-là, c'est d'instrumenter en vibration. Alors, l'historique de tout ça, c'est que nous faisions du contrôle à l'instrument de mesure. C'est-à-dire que quelqu'un vient tous les mois pour faire de la mesure et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce qu'on utilise un appareil de mesure qu'on a sélectionné de marque Emerson 2140 et qu'on applique une technique qu'on appelle le peak view. Peak view, ça dit bien ce que ça veut dire, je vois des pics, je vois des chocs, je vois des impacts. Or, la caractéristique d'un défaut de roulement sur machine rotative lorsqu'il est en train de se dégrader, c'est de générer des impacts, des chocs. Tous les X temps, vous avez des chocs. Pensez, lorsqu'un train passe sur un intervalle, un interstice entre deux rails, ça crée un choc. C'est la même chose lorsque vous avez un défaut dans un roulement, ça va créer des chocs, et on les voit là-bas, les chocs, les impacts. Tous les X temps, chaque fois qu'un élément roulant passe sur un élément dégradé du roulement, ça me génère des impacts. Le 4 juin 2019, on a commencé à voir que les signaux étaient en train de bouger. Ceci, c'est ce qu'on appelle un spectre de vibration. Ceci, c'est ce qu'on appelle un signal temporel de vibration. Donc, c'est la vibration au cours du temps. Et d'ailleurs, le spectre, il est calculé à partir de ce signal-là. Donc, tant dans le spectre que dans le signal temporel, on voit qu'au début du mois de juin 2019, on récupère une information qui est un signe d'un défaut de roulement. Donc, la maintenance prédictive 2.0 fonctionne très bien ici, mesure tous les mois. À un certain moment, on se dit, parce qu'on voit un défaut, je vais commencer à mesurer plus fréquemment pour voir comment l'évolution va se faire au cours du temps. Ça veut dire qu'il faut qu'un technicien retourne, par exemple, toutes les semaines ou tous les jours sur place pour pouvoir faire une acquisition. Ce qui n'est pas très pratique, ce qui peut coûter cher. C'est la raison pour laquelle, à partir, donc là c'était au mois de juin 2019, à partir du mois d'août 2019, on a décidé d'installer ce type de capteur-là avec une fréquence d'acquisition journalière. Et là, plus besoin d'avoir un technicien qui va sur place. Il suffit d'installer le capteur, il suffit de démarrer la mesure, il suffit de regarder à distance sur la plateforme qui récupère les données et de regarder comment la vibration évolue. Avec également des alertes par SMS et par email pour pouvoir, lorsqu'il y a un seuil qui est dépassé, pour pouvoir être averti que quelque chose est en train de se produire. Vous voyez que ce capteur-là me donne le même type d'information en spectre et en signal temporel que ce type de collecteur de données-là, signal temporel et spectre. Donc heureusement, parce qu'en fait la vibration elle vient de l'équipement, donc il n'y a pas de raison que, peu importe le type d'équipement de mesure, il n'y a pas de raison qu'on ne récupère pas la même information. Mais donc l'intérêt de ceci, c'est d'appliquer des techniques que nous on a brevetées qui s'appellent IDNA 500 et IDNA 12, qui sont des techniques de suréchantillonnage du signal pour pouvoir calculer tout ça. Maintenance prédictive 3.0. Et depuis lors, en fait, ces rouleaux-là, depuis 2019, ces rouleaux-là sont instrumentés avec ces capteurs-là et on ne fait plus de contrôle à l'instrument de mesure sur ces machines-là. Alors on s'est dit, à cette époque-là, on s'est dit, ah oui, donc voilà le roulement qui a été démonté. Vous voyez que ce n'est pas une petite pièce, hein, c'est une grande pièce. Regardez ce que la vibration, donc c'est des signaux qui sont, pour ceux qui sont spécialistes en vibration, ce sont des signaux qui sont très clairs de défaillance d'un défaut de roulement, hein, ceci. Et regardez ce qu'on a sorti comme roulement. Voilà le défaut qui était visible sur un des rouleaux, un des galets du roulement. Vous allez me dire, on aurait pu encore tenir vachement longtemps, avant que ça ne casse, avant que ça ne se dégrade, on aurait dû encore continuer à tourner. Le fait est que l'on savait que notre client, il avait un arrêt au mois de septembre 2019 et il nous a dit faites en sorte que l'on contrôle le roulement par la mesure pour être sûr que je vais pouvoir tirer mon roulement jusque là parce que de toute façon moi je changerai au mois de septembre. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était de pouvoir faire un monitoring continu de ce roulement là et voir comment ça allait évoluer. Derrière ça, on s'est dit, et si on appliquait de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence augmentée, pour voir si les algorithmes qui existaient à l'époque, ou en tout cas les algorithmes que nous, on allait programmer, me permettent de détecter
aussi fréquemment et de manière aussi précoce la défaillance qu'un technicien ou un ingénieur spécialisé est capable de faire en faisant une mesure tous les mois. C'est clair que dans le domaine de la vibration, je ne vais pas dire qu'on en est au balbutiement en termes d'intelligence artificielle, mais on est encore dans le monde du test. Quand on prétend qu'on fait de l'intelligence artificielle sur des machines rotatives et que ça ne pose aucun problème, il faut remettre ça un petit peu en doute. Je suis persuadé, nous sommes persuadés qu'il y a des algorithmes qui doivent encore être développés et on s'y attelle, pour pouvoir détecter des défaillances de roulement sur machines rotatives, surtout sur des rouleaux qui tournent à des vitesses très faibles. C'est quelque chose qui est vraiment un point négatif de la vibration, c'est d'avoir des faibles vitesses de rotation. 175 tours par minute, c'est très faible comme vitesse de rotation, par rapport à une pompe ou un moteur qui tournerait à 1500 tours par minute ou bien 3000 tours par minute. C'est beaucoup plus compliqué de détecter des problèmes à des vitesses de rotation de ce type-là. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, sur la feuille de route 4.0, c'est de pouvoir mettre en œuvre la génération, la collecte et l'analyse des signaux, et de pouvoir analyser tous ces signaux-là par intelligence artificielle. On a décidé, parce que on fait de la vibration depuis la naissance de Icare, depuis 2004, on a décidé de se concentrer sur 3 paramètres hors de ce signal-là. Un paramètre qui me donne l'état des impacts, des chocs. Un autre paramètre qui me donne l'information de la valeur globale de l'énergie contenue dans le signal. Et un troisième paramètre qui s'appelle le facteur de crête, qui est la proportion des impacts par rapport à l'énergie globale du signal. Pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? Parce que, suivant notre expérience, on sait que ce sont des paramètres qui sont sensibles à une défaillance de roulement. On aurait pu choisir d'autres. Il y a ce qu'on appelle le kurtosis, par exemple. Il y a d'autres indicateurs qui me donnent une information sur l'état de roulement. On s'est concentré sur 3 paramètres. Et il a fallu qu'on réconcilie aussi les données. Parce que rappelez-vous, on a de la maintenance prédictive 2.0 à l'instrument, et on a de la maintenance prédictive 3.0 avec notre capteur de mesure Wicker. Donc les courbes vertes ici, ce sont les mesures qui sont prises tous les mois, par rapport à la courbe bleue, des mesures qui sont prises tous les 3 jours. Donc il a fallu d'abord extraire les données des 2 bases de données différentes, puisque de marques différentes, et les réconcilier ensemble. Et on voit bien qu'elles se raccrochent bien. Ici, c'est moins clair pour la partie haute fréquence, mais pour la partie, on va dire, choc et impact dans le signal temporel, on voit que la mesure à l'instrument se raccorde bien avec les points bleus qui sont la mesure avec le capteur à transmission sans fil. Et pareil sur cette 3e courbe-là. Et là, on s'est dit à un moment donné, parce que quand on veut faire de l'intelligence artificielle, il faut tenir compte de ce qu'on appelle une période d'entraînement de l'algorithme, on a dit, mais quelle est la période idéale d'entraînement de l'algorithme? Regardez ici, entre ce point-là et ce point-là, on voit que la courbe elle est plutôt plate. Pareil ici, ce sont typiquement des points qui peuvent être considérés pour pouvoir entraîner l'algorithme. Et qu'est-ce qu'on a choisi comme type d'algorithme? Dans ce cas-ci en particulier, mais ça peut être autre chose, on a pris l'optique de rentrer sur de l'approche qu'on appelle du deep learning, avec un algorithme, et je ne suis pas un data scientist, mais avec un algorithme qui s'appelle l'auto-encodeur. Donc il y a différentes approches, le machine learning supervisé, le machine learning non supervisé, le reinforcement learning si je parle en anglais, le deep learning par réseau neuronaux. Donc on a choisi ici le deep learning par réseau neuronal. Quelle est l'idée? C'est de dire, je rentre une valeur de 1, j'attends une valeur de 1 à la sortie, c'est pour la partie entraînement. Je vais faire passer ça dans différentes couches de réseaux neuronaux. Pensez aux interconnexions qu'il y a dans vos neurones au niveau de votre cerveau. Et je vais faire en sorte que ce qui rentre en 1 passe par le bon circuit pour me redonner un 1 à la sortie. Ça, c'est la période d'entraînement. La période maintenant pour pouvoir détecter de l'anomalie, j'attends 1 à la sortie, je connais le chemin pour pouvoir obtenir un 1. Je rentre autre chose qu'un 1, fatalement, je vais avoir une erreur dans la reconstitution de ma sortie que j'attends être 1. Et donc, ce qu'on va faire ici, on ne va plus faire du suivi de paramètres physiques, température, pression, débit, vibration, on va faire un suivi d'une erreur que l'algorithme me reporte lorsque je fais rentrer des nouvelles données au sein de celui-ci. Et cette erreur-là, elle va être automatiquement aussi évaluée avec une déviation et donc avec un seuil d'alarme qui va être automatiquement mis sur cette erreur-là. Et c'est ce qu'on a fait sur les 3 courbes que l'on avait ici. Donc je vous rappelle, ceci, ce ne sont pas des données vibratoires, ce sont des données d'erreur de l'algorithme. Et je regarde dans les 3 courbes, hors des 3 courbes, les 2 courbes qui sont les plus sensibles. Ce sont celle-ci et celle-là. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire derrière? Parce que les possibilités deviennent beaucoup plus importantes. On s'est dit, on va corréler ces 2-là pour encore avoir un meilleur résultat.
Donc je vais corréler deux informations qui sont des erreurs d'algorithme. Je vais les corréler ensemble pour avoir une information, une seule courbe d'erreurs corrélées sur un algorithme. Donc ça n'a plus rien à voir avec des données physiques de vibration, on est vraiment sur de la mathématique pure ici. Et on voit très bien qu'à partir du début du mois de juin 2019, on voit que je dépasse le seuil d'alarme que l'algorithme a fixé lui-même et qu'on n'en est plus sorti. Donc ceci, c'était pour prouver à notre client que une approche d'intelligence artificielle avait du sens sur ces roulements. Et donc là, on peut conclure que le passage d'une maintenance prédictive 2.0, 3.0 à une maintenance prédictive 4.0 a du sens dans le cadre de cette application-là en particulier. Et donc, quels sont les gains que je peux en tirer? Le fait que je vais placer un capteur sans fil sur la machine va éviter qu'il y ait quelqu'un qui va aller faire du contrôle tous les mois sur l'équipement et va me permettre d'avoir une meilleure périodicité d'acquisition tous les jours au lieu d'une fois par mois. Donc ça c'est assez intéressant. Ça me permet aussi, lorsque je place des capteurs déportés et des capteurs qui transmettent les signaux sans fil, d'avoir un accès à la donnée à distance sur une plateforme cloud. Donc ça c'est intéressant. La mise en place d'un système à réseau neuronal permet de détecter au minimum de manière aussi précoce la défaillance de mon roulement. Et le gros avantage, c'est qu'une fois que j'ai remplacé mon roulement, j'ai des nouvelles données neuves que je vais pouvoir réinjecter dans l'algorithme pour lui permettre de renforcer son apprentissage. Et donc, chaque fois que j'ai des nouvelles données, je vais améliorer l'efficacité et la précision de l'algorithme pour pouvoir être capable de détecter quelque chose supplémentaire. Et donc, sur l'aspect financier, le fait que je suis capable de détecter de manière très précoce, grâce à ces algorithmes-là, une défaillance va me permettre de la suivre, de choisir le bon moment d'intervention et d'éviter des catastrophes. On sait que dans le cas où je peux programmer mon intervention sur ce cas-là en particulier, outre le fait que le roulement en tant que tel me coûte 10 000 €, je sais que l'intervention, quand elle est programmée, me coûte 8 heures de temps de travail. Là où, lorsque j'ai le roulement qui casse et qui s'effondre au sein de la presse, on sait que c'est minimum 20 heures de travail. À X milliers d'euros l'heure de travail ou bien X centaines d'euros l'heure de travail, ça fait une grosse différence. Et je sais aussi que si je peux programmer mon intervention à temps, j'évite les dommages secondaires. Si vous avez le rouleau du haut qui s'affaisse sur le rouleau du bas, fatalement, ça génère des dégâts supplémentaires. Donc, gain en termes de mesure, gain en termes de précision de diagnostic et gain en termes de coût de maintenance. Sur ce cas-là en particulier. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. 5 minutes? Ok, d'accord. Deuxième cas, regardez le roulement qu'on a sorti. Encore plus dégradé que le précédent. Même presse, 1 an plus tard. Qu'est-ce que je veux mettre en évidence ici? C'est que le 29 du 10, je vais faire une chronologie inversée. Le 29 du 10, le client nous a dit j'interviens sur base des mesures qu'on avait faites. Pourquoi? Parce que le 26 du 10, nous avons dit il est temps d'intervenir de manière rapidement. Et pourquoi? Parce que le 26 du 10, c'est ici, on a considéré que les seuils, les niveaux atteints étaient vraiment trop importants. Qu'est-ce qui se passe? Le 22 du 10, grâce à notre capteur Wicker installé sur la machine, et c'est ceci, on voit qu'on a dépassé un certain seuil absolu que l'on avait fixé sur la machine en tant que tel. Un seuil que nous, on avait fixé sur base de notre expérience. Et quand on applique l'intelligence artificielle là-dessus, on a vu que le 19 du 10, l'intelligence artificielle nous avait déjà détecté quelque chose. Donc 3 jours avant. Alors vous allez me dire, 3 jours, c'est rien du tout. Il faut quand même bien voir que les premiers signes d'anomalie que l'algorithme nous avait donnés, c'était le 17 du 10. Entre le 17 du 10 et le 29 du 10, si je ne me trompe pas, il y a 12 jours. Donc être capable de détecter 2 ou 3 jours plus tôt, de manière plus précoce, un défaut, alors qu'on sait que la courbe de défaillance de ce roulement-là, c'est de l'ordre de 10 à 15 jours, c'est vachement intéressant parce que ça occasionne une meilleure préparation de l'intervention, etc. Donc ici, l'intelligence artificielle que l'on a appliquée sur ce cas-là nous a permis de détecter plus tôt, de manière plus précoce, la défaillance que une approche de maintenance prédictive 3.0. Et on a voulu faire un calcul de gain. Voilà. On a voulu faire un calcul de gain, en tout cas de comparaison, entre les 3 situations. Du prédictif 2.0, j'ai un ingénieur qui va sur le terrain et qui va faire une intervention, une mesure tous les mois, périodicité de 1 mois.
Une mesure qui se fait en maintenance prédictive 3.0 avec le capteur qui est installé, qui rapporte les données à distance sur base d'un seuil d'alarme absolu que l'on a fixé sur la donnée, une mesure par heure, et la même chose mais alimentée par de l'intelligence artificielle. Quels sont les coûts? Ça me coûte d'une manière ou d'une autre 2200 € annuels pour pouvoir contrôler, avec un ingénieur qui va sur le terrain, les deux presses de la machine. Ça me coûte 6500 € d'instrumentation de capteurs et de mesures lorsque je veux aller vers de la maintenance prédictive 3.0. Et ça me coûte 8300 € parce que je dois développer un algorithme derrière qui va me permettre de mesurer ces équipements-là. Donc en termes de coûts d'instrumentation et de mise en œuvre, c'est moins cher d'aller vers du 2.0. La différence, c'est que ici, je mesure une fois par mois, là, je mesure une fois par heure, et là, je mesure une fois par heure avec la capacité que l'intelligence artificielle me donne. Donc ma détectabilité, ou même ma probabilité de détecter un défaut, est bien meilleure là-bas que ce qu'elle est là-bas. Fatalement, mes intervalles de mesure sont différents. Et donc derrière, on a évalué que sur base d'une dégradation de 1 mois de temps de mon roulement, l'alarme pouvait être générée par du PDM 2.0 à 15 jours. Donc je peux détecter lorsqu'un défaut se présente 15 jours plus tard, une défaillance. Dans cette situation-là, puisque je mesure tous les jours, je suis capable de détecter après 7 jours. Et là, je suis capable de détecter mon défaut après 4 jours. Donc un gros gain de temps par rapport à tout ça. Et donc tout ça, on a fait passer ça dans une formule qui n'est pas bien complexe, mais on a travaillé sur une formule qui nous permet de voir que, tenant compte de cette information-là, ça nous coûte, l'estimation du risque que je prends en faisant de la maintenance prédictive 2.0, elle est de 65 000 €. C'est-à-dire que sur la période de 15 jours, et sur le fait que j'ai une probabilité de détection qui est moins bonne, je risque 65 000 € de coût si je n'étais pas capable de détecter ce défaut-là, si la machine cassait. Dans ce cas-là, mes risques sont de 16 000 € et dans ce cas-là, ils sont de 6 900 €. Et donc, quand vous faites le comparatif, ça vous coûte moins cher là-bas, mais beaucoup plus cher là-bas. Potentiellement, c'est un risque. Ici, c'est un calcul de risque. Ce n'est pas des coûts qui sont générés de manière effective. Et ici, ça me coûte 8 300 € et 6 900 € de risque que je prends. Donc, quand vous regardez le différentiel, j'ai envie de dire que c'est cette solution-là qui est la meilleure. J'en termine par là. C'est la solution qui est la meilleure. Dans le cas des rouleaux de presse, de la papeterie, des cartonneries de Gondardenne, un rouleau de presse qui tourne à 175 tours par minute. Il ne faut pas en faire une généralité. Et c'est là, malheureusement, que je vois trop souvent dans les industries, c'est qu'on essaie de généraliser des cas particuliers. C'est pas une démarche qui est suffisamment scientifique à mon sens. Donc je parle bien de ce cas-là en particulier. Pour terminer sur quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, ICAR, c'est 50 millions € de chiffre d'affaires, c'est une présence dans 15 pays, c'est maintenant plus de 500 employés dans le monde, et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. ICAR a été élu entreprise de l'année 2020 en Belgique. Bon. Une bonne référence, évidemment. En tout cas, ça fait plaisir. Sachant qu'en plus, la maintenance est, en Belgique notamment, quelque chose de très présente, à travers notamment une autre association. On représente la FIM en France, mais il y a également le BEMAS en Belgique, qui est très très active et qui montre bien d'ailleurs que de nombreux acteurs dans le domaine de la maintenance et qui rayonnent partout dans le monde sont bel et bien présents en Belgique. Voilà. La maintenance est présente également dans tous les pays. Je veux dire, oui, dès le moment où vous avez des entreprises qui tournent, il faut faire de la maintenance, il faut reconnaître qu'il faut faire de la maintenance. C'est ça, mais la technologie, en tout cas la prise en compte effectivement de la maintenance. Merci beaucoup Olivier. Est-ce que vous avez des questions à propos de... Alors attendez, je vais juste prendre le micro. Ah, voilà. Merci. Sur ce tableau, vous dites 2200 € d'intervention par un technicien par an. Ça veut dire que votre coût à 8300 €, c'est par an ? Oui. C'est par an ? Oui, c'est un coût ramené à l'année. Oui. C'est énorme. Donc, oui, mais bon, vous devez... c'est sur la première année, pardon. C'est sur la première année. Donc ça, c'est le coût d'investissement du capteur, la première année. Et le différentiel, c'est le coût qui est ramené pour développer l'algorithme. Donc ça nous a coûté
La première année 2200, mais c'est récurrent effectivement. Si vous avez un technicien qui Donc va... votre tableau est faux. C'est-à-dire que vous pouvez rendre votre tableau beaucoup plus intéressant encore Allons-y, dites-moi. en divisant les coûts d'investissement par 5 ans, par exemple, parce que vous développez Oui, j'aurais pu l'algorithme ramener ça une sur fois, une... Oui, tout à fait. Et l'investissement du capteur sur 5 ans. Mais vous avez raison, mais ça veut dire que ici j'ai pris le parti de... je n'ai pas été dans le sens de la sécurité. Parce qu'effectivement, si j'avais repris les coûts sur 5 ans, j'aurais pris 8 300 € pour la première année, un petit peu d'argent pour entretenir l'algorithme les 4 années suivantes, et je prenais l'ensemble et je divisais par 5, ça me faisait moins que 8 300 €. Donc le résultat final était encore meilleur ici. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Après, je pose plus de questions. Mais vous pouvez y aller. Vous faites des analyses de vibrations. Oui. Vous détectez des roulements casse. Oui. Mais que proposez-vous pour que le roulement ne casse plus? Alors ça, c'est un bon point. C'est ce qu'on appelle l'analyse des causes racines. On en a parlé lors de la réunion précédente, des améliorations de la lubrification, par exemple. On travaille également sur des ateliers d'analyse de causes racines avec les clients pour éviter justement que ça ne se reproduise plus. Nous ne faisons pas des interventions. Nous faisons de la mesure, mais on propose également du service d'analyse de causes racines pour détecter ces problèmes-là. Dans le cas en particulier, la défaillance du deuxième roulement est liée au fait que, si je me rappelle bien, c'était un roulement qui avait été reconditionné. C'est des gros roulements, ça arrive de reconditionner des roulements qui avaient été remis là-dessus, sur cette machine-là. Ouais. Merci. Je vous en prie. Merci monsieur pour ces 2 questions pertinentes et intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions également aussi sur le ROI, mais également sur la technologie elle-même? Ces technologies, alors effectivement, on a parlé de 2.0, 3.0, 4.0, il y a des technologies déjà anciennes, mais que aujourd'hui on remet, on met de plus en plus d'intelligence là-dedans. Alors, qui dit intelligence et intelligence scientifique dit aussi data scientist, ce nouveau métier qui émerge. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui pour une entreprise telle que la papeterie dont on a parlé de se munir de nouvelles compétences ou de faire monter éventuellement en compétences certains personnels de maintenance? Je crois effectivement que le métier de la maintenance doit évoluer. On doit toujours avoir des techniciens spécialisés, experts dans l'intervention en tant que telle, mais on doit aussi faire évoluer le métier du maintenancier dans la partie diagnostic. Et si le diagnostic passe par la mise en œuvre de ce type d'approche-là, on peut très bien avoir des équipes de data scientists en maintenance. Alors la meilleure combinaison pour moi, ce sont des gens qui ont des connaissances mathématiques, mais qui ont aussi une grosse connaissance du terrain et des équipements, et qui savent ce qu'ils font avec les données. Trop souvent, je vois des entreprises qui nous disent « Moi, de toute façon, vous pouvez me donner n'importe quel jeu de données, je vais en faire quelque chose. » Mais quand on ne sait pas ce que ça veut dire une température, quand on ne sait pas ce que ça veut dire une vibration, quand on ne sait pas ce que ça veut dire une pression, par exemple, et qu'on ne sait pas que pour une pompe, la pression et le débit sont des éléments qui sont quand même essentiels pour piloter une pompe, oui, je peux travailler sur des données, mais qu'est-ce que je fais du résultat derrière? Je vois des déviations dans des courbes, mais qu'est-ce que je fais des résultats? Il faut revenir aux fondamentaux. Je pense que c'est vraiment important d'avoir la bonne connaissance de l'équipement que l'on combine avec des approches, on va dire, plus mathématiques. D'accord. Très bien, merci.